Chers auditeurs, bonsoir, il est 20h. Le thermomètre affiche 5 degrés supérieur au normal de saison. Et pour la première fois en juin, l'alerte canicule est lancée. 30 départements sont en alerte rouge sur les régions allant du sud-ouest au pays de la Loire ainsi que la moyenne vallée du Rhône. C'est la première fois que la vigilance rouge canicule est déclenchée si tôt dans la saison depuis la mise en place du dispositif en 2004. 4 jours, plus de 11 000 personnes ont dû être évacuées, des vacanciers, on le verra, mais aussi évidemment les habitants des communes menacées par les flammes. Plusieurs départs de feu nous ont d'ailleurs été signalés dans la région. Jamais autant de soldats du feu n'avaient été déployés simultanément sur le territoire national, notamment en Bourgogne, en Gironde et dans le Var. Une vingtaine de pompiers essayent en pleine nuit de stopper ce mur de feu. Cette vague de chaleur est même la plus précoce jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1947. D'ici là, il est important de boire beaucoup d'eau, il est conseillé de limiter les efforts physiques ou de rejoindre les endroits frais. Mais nous vous conseillons de rester chez vous. Si vous êtes dans les parages des lieux sinistrés, évitez toute activité pouvant entraîner des départs de feu, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Le feu, symbole de l'énergie, du savoir depuis que Prométhée nous en a fait don. L'humanité a depuis toujours compté sur la lueur de ses flammes et la chaleur de ses braises pour se guider, survivre et prospérer. Elle a toujours cherché à transformer son environnement pour accéder à ses ressources afin de garantir sa survie. Depuis 2019, en fait, on a eu plusieurs sécheresses importantes dans le Grand Est. Cette fréquence de 3 sécheresses assez proches ont eu des impacts sur la forêt qu'on n'avait jamais connus de mémoire de forestiers. Même. Bonjour, je m'appelle Cédric Ficht, je suis ingénieur forestier, directeur de l'agence ONF de Schirmeck. Je travaille à l'Office national des forêts depuis 30 ans et j'occupe ce poste à Schirmeck depuis 3 ans maintenant. Alors, une des premières missions de l'Office national des forêts, en fait, c'est de veiller à la conservation des forêts des collectivités, des forêts domaniales. C'est-à-dire de les surveiller pour vérifier qu'il n'y a pas d'atteinte type des coupes illégales, déboisements, défrichements, empiètements fonciers. Progressivement, il se met en place des mesures d'accompagnement qui favorisent le développement de la biodiversité qui a toujours été très présente dans les forêts. Les forêts, bien que gérées, restent des milieux semi-naturels et qui sont des vrais refuges pour la biodiversité dans son ensemble. Malgré tout, l'ONF cherche encore à améliorer ça et a pris un certain nombre de mesures pour encore améliorer la conservation. Globalement, la plupart des arbres ont souffert, c'est-à-dire que sur la plupart des arbres, on observe des ralentissements de croissance, un peu de feuilles sèches, mais on a aussi observé sur des étendues des fois importantes des mortalités. Le changement de climat qu'on a actuel est 10 fois plus rapide que ce que peut suivre une population d'arbres qui va gagner du terrain progressivement au fur et à mesure que les conditions se dégradent à un endroit et s'améliorent ailleurs. Notre objectif dans le cadre d'une crise, on va dire globale, le réchauffement climatique, c'est de maintenir l'état boisé parce que les forêts sont vraiment importantes pour maintenir la fraîcheur. Et si on n'a plus de forêt, on va vers la désertification, puisque c'est elle qui capte l'eau et la remet dans l'atmosphère. On peut parler aussi des problèmes d'érosion. Une fois qu'on a un sol qui est complètement à nu, très rapidement, avec les pluies, tout ça, une fois que les racines des arbres qui étaient en place ont disparu, on peut avoir des glissements de terrain. On en a eu quelques-uns depuis 2 ans. À ce risque de sécheresse, se rajoute un risque qu'on ne connaissait pas ici dans le Bas-Rhin et dans le Grand Est, c'était quand même pas très courant, ce sont les feux de forêt. Et c'était surtout l'absence d'eau qui faisait qu'on a eu des risques d'incendie comme on n'avait jamais connu et qui étaient semblables en fait aux risques d'incendie qu'on trouve habituellement dans le sud de la France. Quand on a été, la première chose que je faisais en arrivant au bureau le matin, c'était consulter les prévisions Météo France sur les risques d'incendie. Et Météo France produit des prévisions spécifiquement pour les pompiers et les gestionnaires forestiers qui nous permettent de savoir à quel niveau de risque on est. On prenait des mesures supplémentaires. Alors bien sûr, il y a les mesures habituelles, interdiction de faire des barbecues, interdiction de fumer en forêt, interdiction les après-midi ou toute la journée d'utiliser tout appareil susceptible de provoquer des étincelles,
Donc pas de broyeur, pas de tracteur, pas de débroussailleuse. Parallèlement à ça, l'année dernière, il a fallu faire énormément de pédagogie. Les usagers de la forêt, très présents depuis le Covid, en fait, n'ont pas conscience de ce risque d'incendie. Malgré tous ces efforts, on n'a pas pu éviter d'avoir un incendie de forêt sur l'agence. Là, il y avait, je pense que le départ de feu est venu d'ici. En fait, le collègue, il a été prévenu par un appel d'un citoyen qui avait détecté la fumée. Il y a des grandes chances à ce que quelqu'un se soit arrêté, faire une pause ou une halte et puis est venu un petit peu regarder le paysage et Acheter une cigarette. certainement jeter une cigarette, quoi. C'est les causes les plus probables qu'on a eues, quoi. C'est vrai que dans nos régions, on n'est pas vraiment préparé à ça, quoi. D'habitude, c'est plus dans le sud que tout ça se passe, et là-bas, ils ont plus l'habitude de surveiller. Alors, tout ce qui est prévu, parce que là, il n'y a plus de semenciers, ça ne va pas régénérer naturellement, parce que toute la végétation est brûlée. Il y a prévu un projet de reboisement. Alors, mon avis, c'est de laisser un petit peu cette zone se refaire, laisser peut-être quelques années pour que un peu tout l'écosystème se remette en place. Et après, effectivement, il y aura un projet de reboisement sur cette partie de parcelle, quoi. La grande majorité des départs de feu sont d'origine humaine. Quelquefois, les gens pensent que s'il fait vraiment très chaud, ça peut s'enflammer tout seul la végétation. Non, il y a quand même un moment, un point de chaleur qui est apporté, et c'est presque toujours d'origine humaine. Quand des pelles remuent des pierres, ça fait des pièces s'entrechoquent. Par moment, il y a des jets d'étincelles, ça peut suffire. Pour l'instant, on a eu assez peu de feux chez nous qui ont démarré de cette manière. L'essentiel des feux démarre plutôt d'usagers autres de la forêt qui commettent des imprudences. Avec un petit mégot derrière, pratiquement 2 hectares de forêt sont maintenant sans peuplement, puisqu'il a fallu couper les arbres qui étaient trop brûlés pour survivre. Si j'ai un message à faire passer aux usagers de la forêt, c'est de bien respecter les interdictions qui concernent les accès à la forêt. Quand elles sont mises en place, c'est jamais pour rien. C'est parce que soit que le risque d'incendie est vraiment important, soit qu'il y a des chantiers, soit qu'il y a une manifestation ou autre qui fait qu'il ne faut pas passer ou ne pas faire de feu ou ne pas fumer. Merci de respecter ces interdictions. La forêt ne se comportera que mieux, les relations entre usagers ne se porteront que mieux aussi. La nature est bien faite. Sa multitude de facettes nous offre les ressources que nous chérissons tant. Il ne nous reste qu'à tendre la main pour les modeler selon notre bon vouloir. Pour nous apporter la lumière et la chaleur, la combustion n'obéit qu'à une seule règle. Se nourrir des ressources à sa disposition pour perpétuer son incandescence. Le quotidien d'un pompier est rempli d'aléas. Les interventions s'enchaînent et ne se ressemblent pas. C'est avant tout une activité de terrain dans laquelle tu travailles dans l'urgence. Il faut être sur le qui-vive en permanence et se tenir toujours prêt face à un imprévu. Bonjour, je suis le lieutenant Olivier Quetzel. Je suis le chef de l'unité territoriale de Soultz-sous-Forêt dans le Bas-Rhin. Sans aucun doute, le changement climatique augmente le risque de feux de forêt. Si nous constatons que les forêts brûlent régulièrement dans le sud de la France, en 2023, outre les feux de forêt qui ont touché l'arc méditerranéen et plus particulièrement la Gironde, nous avons vu éclore des feux conséquents dans le Maine-et-Loire, à Baugé-en-Anjou, en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande, mais également dans le Jura et dans les Vosges. Bien évidemment, je pense au feu de Landiras en 2022, où nous avons travaillé d'arrache-pied avec notre colonne, qui était mobilisée durant 2 semaines, avec d'ailleurs d'autres collègues venus de toute la France pour combattre ce feu hors norme. Le feu de Bordésac dans les Cévennes en 2022 et en 2011 une mission de 16 jours avec des collègues de la métropole sur l'île de la Réunion. Nous combattons les feux de forêt avec des engins spécifiques de lutte contre les feux de forêt. Ils sont équipés d'une réserve d'eau qui varie en fonction de la taille du véhicule et de l'anse, qui vont nous permettre d'éteindre le feu. Parallèlement à la lutte au sol, nous pouvons y associer des avions bombardiers d'eau et des hélicoptères bombardiers d'eau. Pour ce qui concerne nos techniques d'intervention, elles consistent à aller au contact et à attaquer le feu au moyen de lances à eau, à l'attendre dans des zones propices, afin que nous puissions travailler
en sécurité et arrêter la propagation de l'incendie. L'entraînement physique est primordial pour un sapeur-pompier et c'est pratiquement du quotidien. On ne demande pas qu'un pompier soit un athlète de haut niveau, mais qu'il soit en bonne condition physique pour assurer ses missions. Ensuite, tout au long de l'année, principalement au début du printemps, nous entraînons nos équipes à intervenir sur les incendies de forêt. À ce sujet, nous organisons des exercices divers qui consistent à travailler en phase offensive pour aller chercher le feu ou en phase défensive qui est une technique qui consiste plutôt à atteindre le feu. En période estivale, la moindre étincelle peut être l'origine d'une catastrophe. Les feux de forêt ont aussi un impact dévastateur sur la biodiversité, détruisant tout ou partie des végétaux et des animaux sur leur passage. Oui, il faut éduquer les plus jeunes à connaître le risque, à savoir l'identifier, à accepter sa présence et savoir se protéger. Se promener, se divertir, habiter à proximité de zones naturelles et forestières relève la plupart du temps d'un choix de vie. Il faut sensibiliser, éduquer les plus jeunes et leur apprendre à protéger les espaces naturels du risque que l'on induit, mais il faut aussi leur faire prendre conscience de la nécessité de se protéger de la menace. À nous de contribuer à parfaire leur conscience écologique et citoyenne pour leur apporter une réponse face à l'urgence climatique. L'humanité a perdu le contrôle. Désormais, nos terres se désolent, nos lacs s'assèchent et nos cultures s'embrasent. Pour calmer cet adversaire paraissant inflexible, il nous faut agir sur d'autres fronts. Reste-t-il des chances de réparer nos erreurs ? Donc bonjour, je m'appelle Pascal Asselin, je suis un des 3 cofondateurs de Morpho, et ça fait 2 ans qu'on a créé la société. Donc, l'origine de Morpho, ça remonte à notre enfance en Guyane avec mon frère, donc Hugo, qui est aussi cofondateur de la société. Quand tu grandis en Guyane, tu grandis vraiment dans la forêt, et en plus donc on avait un père qui travaillait dans l'industrie minière, donc dans l'orpaillage. Et donc on a passé pas mal de week-ends sur les chantiers, et en fait quand tu arrives sur un chantier c'est assez surprenant parce qu'en fait t'as un trou dans la forêt, et qui est en fait t'as du gravier, du sable au milieu d'un trou de forêt ultra dense. Donc le constat il part de 900 millions d'hectares qui sont prêts à être reforestés sans entrer en concurrence avec des activités humaines. On a une capacité de captation de carbone qui est gigantesque, de restauration et de préservation de la biodiversité, et d'avoir un impact social avec toutes les populations qui vont vivre autour de ces projets. Les drones, ça part du constat de vouloir accélérer ce processus de reforestation, et il y avait eu des tests qui avaient été faits avec des hélicos, avec des avions, mais bon, il y avait eu trop de contraintes là-dessus, et en fait le drone il apporte pas mal d'avantages, soit d'abord la rapidité qu'on visait, la précision. Donc quand on se déploie sur un projet de reforestation, il y a 4 grandes étapes. Tu as une première grande étape qui est d'aller sur le terrain et de faire des analyses, donc soit des analyses du sol pour comprendre précisément, soit de faire passer un drone pour obtenir une cartographie précise du terrain et pour le comprendre. Pour que dans un deuxième temps, on puisse venir analyser tout ça et définir un schéma de plantation, une stratégie de plantation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va planter, à quel endroit et à quel moment. Et en fait, en troisième étape, on vient se déployer directement. On emmène 2 à 3 personnes, les chefs de projet chez Morpho, un drone, une machine d'encapsulation. En fait, cette machine d'encapsulation, on vient mettre des graines et toutes les matières pour créer ces petites capsules qu'on appelle, c'est les seed bombes, et le drone va venir disséminer tout ça, du coup sur de la grande vitesse avec une grande précision, pendant les plusieurs jours ou semaines en fonction de la taille du projet. Il y a une dernière étape, mais là qui s'étale sur plusieurs années, qui est de suivre avec du drone et du satellite et des relevés terrain, pour nous assurer en fait de la bonne reconstitution de cet écosystème forestier qu'on aura planté quelques années avant. Donc la capsule c'est un élément qui est vraiment clé dans tout ce qu'on fait. On a pratiquement la moitié de l'équipe aujourd'hui, en plus de partenariats scientifiques, qui se concentrent sur le développement de cette capsule. En fait dedans, c'est du biologique, microbiologique, il y a des champignons, des bactéries, tout un tas de nutriments qui vont permettre justement à la graine d'être protégée dans les premiers stades de croissance, d'avoir toutes les ressources pour pousser, mais c'est aussi ça permet de restaurer les sols, parce que souvent on est sur des sols qui sont extrêmement dégradés, et donc l'idée c'est que la capsule elle touche le sol, et dès la première pluie en fait elle va se dissoudre, et à ce moment là en fait tous les composants vont créer un cocon, un petit écosystème pour la graine qui va se dissoudre et qui va pouvoir lui permettre justement de pousser à ce moment là. Et donc nous on a activé la germination avant de la mettre dans la capsule, donc elle commence à grandir, et justement cette première pluie permet vraiment de l'implanter dans la terre et qu'elle puisse prendre racine le plus rapidement possible. Donc nous aujourd'hui on a fait le choix de se concentrer déjà sur ces forêts tropicales et subtropicales, donc c'est tout ce bandeau entre l'Amérique
l'Amérique latine, l'Afrique centrale et l'Asie. Parce que en fait, ces forêts, elles ont beaucoup d'avantages. La première, c'est que c'est très humide, très dense, donc ça pousse très vite, ça capte énormément de carbone. Donc dans ce côté de lutte contre le dérèglement climatique, ça a un impact qui peut être très fort. Il y a un côté où 40% de la biodiversité mondiale se trouve dans les forêts tropicales et même dans les forêts brésiliennes, qui est un puits génial. Et enfin, il y a un réseau scientifique autour de ces forêts qui est extrêmement dense, et donc des connaissances qui sont beaucoup plus poussées que dans les autres forêts. Différentes industries qui viennent abîmer les forêts aussi. Quand on va construire des routes, quand l'industrie minière par exemple, ils viennent détruire des forêts, ils ont des contraintes légales et administratives de restaurer, de reforester une fois que l'exploitation est terminée. Donc pour l'instant, c'est sur ces sujets-là qu'on travaille, mais effectivement, il y a beaucoup d'autres sujets sur lesquels on pourrait travailler, et aujourd'hui, on voit apparaître, et notamment en France, l'an dernier, il y a 50 à 60 000 hectares qui ont brûlé en Europe, et c'est des sujets sur lesquels on a commencé à travailler, sur lesquels effectivement il va y avoir du boulot et une urgence aussi de travailler sur ces sujets-là, notamment parce que après un incendie, le sol est encore fertile, mais plus tu laisses passer de temps, plus ce sera compliqué de faire pousser une forêt. On a déjà déployé 19 projets, la plupart sont en Guyane française, donc dans la forêt amazonienne en Guyane française. On en a implanté 3 déjà au Brésil, donc à différents endroits. Il y en a un dans le sud de l'état de Bahia, un peu au-dessus de Rio, et un dans le Paraná, donc un peu plus au sud. Et on a planté une fois au Gabon, donc tout à l'est du pays, dans la région de Moanda. Donc les objectifs de Morpho, c'est d'ici 2030, c'est de pouvoir reforester 1 million d'hectares. Il y a beaucoup de travail, que ce soit sur la partie recherche et développement, de développer les meilleures capsules, mais en fait de connaître au maximum les écosystèmes dans lesquels on va se déployer, et la capacité opérationnelle, de réussir à recruter suffisamment d'équipes, développer suffisamment de drones pour déployer suffisamment de projets pour atteindre ces 1 million d'hectares. Et il y a un enjeu de bien suivre, donc c'est toute la R&D qu'on a aussi, mais sur la partie plus data, donc sur l'analyse des données, pour qu'à partir d'images aériennes, on soit capable de comprendre ce qui se passe, mais du sol jusqu'à la canopée, toutes les espèces qui poussent, à quel point ça pousse, à quel point ça capte du carbone, et c'est ça qui nous permettra d'améliorer aussi nos futurs projets, et pour être sûr que ce qu'on fait, ça a du sens et que ça fonctionne vraiment. Ce renouveau vient apporter une espérance qu'après les jours de deuil, la floraison reviendra. Qu'elle brille par-delà un monde de souffrance, un printemps éternel où la forêt renaîtra.